Chapitre 2. Comment formuler une réponse impactante. Bonjour Tohan. Bonjour César. Notre premier réflexe quand on rencontre une objection, c'est souvent d'aller dans l'argumentation tout de suite, un peu trop vite, pour lever l'objection le plus vite possible. Et souvent ça marche pas. On est trop direct, on tombe à côté, ou la personne ressent qu'on est un peu dans l'esquive. Toi, tu as une méthode en 5 points qui est très claire, qui permet de répondre efficacement à une objection. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, tu as utilisé le terme contrecarrer. Et dans l'idée du traitement de l'objection, c'est que justement, il faut réussir à se détacher de ce mindset et se dire que traiter une objection, c'est un peu comme quand tu fais des passes de balles de foot avec ton petit-neveu. Ouais. C'est que l'idée, c'est pas de lui envoyer une énorme tarte et de le faire tomber. Au contraire, c'est d'essayer de faire un maximum d'aller-retour parce que c'est comme ça que vous allez, vous deux, passer un bon moment. Passer un bon moment, prendre plaisir et puis à la fin marquer. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières étapes ? Tout d'abord, c'est quoi la première étape si c'est pas directement répondre à l'objection ? Par quoi on commence ? Yes. Alors, la première étape, c'est d'accueillir cette fameuse objection. Cette objection, elle peut avoir d'ailleurs différentes formes. Ça peut être quelque chose de très frontal, je suis pas d'accord avec vous, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus arrondi dans la forme, une question par exemple. Dans tous les cas, c'est malgré tout une objection. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de quelles objections on parle, mais ça peut aussi bien être un rendez-vous client, ça peut être dans le domaine très pro, une négociation même inter-entreprise, comme ça peut être dans le domaine perso, tout bêtement. Un ado à la maison, faut savoir répondre. Exactement. Alors, dans votre quotidien, vous allez négocier ou en tout cas avoir des désaccords parce que vous allez faire l'achat d'un bien quel qu'il soit. Vous allez renégocier un crédit avec votre banquier. Vous allez parfois être en désaccord avec votre ado ou peut-être votre enfant aussi à un âge du non quand ils sont plus jeunes. Mais ce sont autant de situations dans lesquelles la méthode marche. Donc, on commence par accueillir l'émotion. On commence par accueillir l'objection. Tout à fait. On commence par accueillir cette objection. L'objectif de cet accueil, c'est quoi ? C'est de poser un cadre qui soit le plus serein possible et de faire comprendre à votre interlocuteur que c'est OK de ne pas être d'accord. D'accord, donc on amortit en disant très bien, je comprends qu'on n'est pas d'accord, parlons-en. Exactement. D'accord. Donc là, j'imagine qu'en même temps, ça permet aussi d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on va pouvoir argumenter derrière à la personne. Quelle serait la deuxième étape ? Alors, avant de passer à la deuxième, c'est du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire après. C'est aussi du temps pour laisser redescendre la température, la mienne et celle de mon interlocuteur. Lui, il réagit à chaud et il me dit là peut-être qu'il n'est pas d'accord, mais moi aussi, il me faut peut-être aussi mon propre sas pour ne pas réagir du tac au tac. Complètement. Exactement. La deuxième étape, ce sera de questionner son interlocuteur. Parce que derrière un mot ou une expression qui peut être très très simple, il peut y avoir 1001 raisons. Reprenons un achat immobilier par exemple, d'une personne qui dirait je trouve que c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à l'idée que je me fais du quartier, par rapport au prêt que veut bien m'accorder la banque, par rapport au prix auquel je peux vendre mon bien actuel, par rapport au budget que je m'étais fixé par rapport à d'autres projets, par rapport à ce qu'on m'a dit du marché en ce moment. Oui, on comprend qu'un même argument, une même objection peut avoir énormément de raisons derrière et puis on ne va pas répondre de la même manière à quelqu'un qui nous dit « j'ai tout simplement pas les moyens » de quelqu'un qui nous dit « ça me semble pas être à la hauteur de ce que font vos concurrents ». Par exemple, exactement. La clé la plus importante, en fait, c'est d'aller questionner pour aller creuser ce qui se cache derrière une expression, une phrase ou un mot et réussir à comprendre ce que vraiment il y a derrière ça et pas être dans l'interprétation. Donc on est sur des questions ouvertes ? On est de préférence sur des questions ouvertes, les plus ouvertes possibles pour ramener votre interlocuteur à vous en dire le plus possible. Et on peut imaginer une méthode entonnoir. Qui se construit comment ? Alors, la méthode entonnoir, ce serait de démarrer avec une ou deux questions volontairement extrêmement ouvertes et de rebondir sur des mots ou des expressions qu'a pu utiliser votre interlocuteur. De dire, tiens, tu viens ou vous venez d'évoquer tel élément, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire un peu de l'écoute active. Ouais, exactement. C'est une vraie méthode d'écoute active. Donc là, on est sur la deuxième question. L'idée, c'est que la personne puisse exprimer tout ce qu'elle ressent et qu'on puisse avoir suffisamment de billes pour répondre aussi, tout bêtement. Ouais. Ensuite, on peut se permettre d'argumenter directement ou est-ce qu'il y a encore une autre étape avant ? Eh ben non, toujours pas. Ah ! Toujours pas. Il y a une étape intermédiaire qui s'appelle la reformulation. L'idée, c'est OK, tu as bien accepté de répondre à toutes mes questions, j'ai un maximum d'éléments, mais je m'assure une dernière fois d'avoir bien compris. Et en fait, tu parlais tout à l'heure d'écoute active. Dans l'écoute active, il y a le questionnement, il y a la reformulation systématiquement. En disant, OK, donc si j'ai bien compris, ce que tu essayes de me dire, c'est ceci ou cela. Tu le fais avec tes mots à toi. Et on ouvre la porte pour que la personne puisse nous dire oui
ou non, ou oui, mais c'est pas la seule chose. Ça peut être aussi la porte ouverte à une deuxième objection, mais au moins, vaut mieux avoir toutes les clés d'un coup pour pouvoir bien répondre. Exactement. Une objection peut en cacher d'autres. Donc on récapitule les 3 premières étapes. On a été sur une première étape qui a été l'accueil de l'objection. Ensuite, on a questionné la personne et on a reformulé pour bien vérifier qu'on avait tout compris. Là maintenant, c'est le moment, on va pouvoir argumenter. Enfin, on y est. On va pouvoir donner ses meilleurs arguments, ceux auxquels on croit parce qu'on est hyper convaincu. Et toujours en respectant la notion de reformulation. C'est-à-dire que si tout à l'heure, tu le disais à très juste titre, la personne m'a confirmé que j'avais bien compris et qu'il y avait en plus de ce sujet-là un second sujet, je vais argumenter en prenant les sujets les uns à la suite des autres. Point par point. Alors j'imagine que l'argumentation, c'est aussi quelque chose qui se construit tant sur le fond que sur la forme. Quel est ton regard là-dessus ? Alors oui, c'est quelque chose qui se construit. D'ailleurs, on continue à faire les fameuses passes de balles de foot. L'idée, c'est d'être toujours dans une dynamique d'échange. On n'est pas là pour imposer son idée. Et donc, entre chaque argument, moi, j'invite largement à aller valider ou en tout cas à aller confirmer une certaine forme d'approbation de son interlocuteur. Tiens, est-ce que verbalement ou physiquement, en hochant la tête par exemple, mon interlocuteur me confirme que, ok, là, il est en accord avec cet argument. Donc ça, c'est sur la forme. Sur le fond, dans un autre podcast qu'on avait fait avec Hervé Van Rijn sur les 7 étapes de la vente, on avait parlé de la méthode CAB, CAP. C'est aussi quelque chose que tu utilises un peu partout ? Ouais, exactement. Notamment quand il s'agit d'un échange d'ordre commercial, c'est là où ça marche finalement le mieux. Le fameux CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, revenir sur des points qui sont des points factuels, concrets, et les extrapoler pour permettre à la personne, mon interlocuteur, d'en voir la valeur ajoutée. La valeur ajoutée pour lui, le bénéfice à court, moyen terme. Exactement. Et tu as raison d'insister là-dessus, c'est la valeur ajoutée pour lui. Oui, parce qu'au fond aussi, je vante tel bénéfice d'un produit, mais qu'au fond, le client, c'est pas son utilité, il s'en servira jamais. Bon, l'argument fait flop. Ouais, voilà, tu me vends une super bagnole avec des super jantes, mais moi, perso, je me fiche de la dimension esthétique d'une voiture. Globalement, ça va pas créer beaucoup d'impact. Sur la forme, un bon argument, il est formulé comment ? Est-ce qu'il vaut mieux être très exhaustif ou à l'inverse, très économe en termes de mots ? Alors, j'ai pas envie de dire économe parce que ça peut prêter, ou en tout cas ça peut générer des biais chez certains qui le sont déjà. Oui. Et l'idée c'est d'être vraiment dans un échange. Donc si je fais juste sujet verbe complément et que je ferme la discussion à ce moment-là, c'est peut-être un peu trop court. Par contre, effectivement, j'invite à ce que ce soit des phrases synthétiques, de sorte à éviter de partir dans des tirades, d'une part. D'autre part, parce que sinon, on ne sait plus où on va et c'est un meilleur moyen de divaguer. Et dernièrement, on le verra tout à l'heure, mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des moments de pause entre les différentes idées pour pouvoir aussi réagir, structurer, analyser, conscientiser, etc. Complètement. Donc là, maintenant, on a fait les 4 étapes, on a argumenté. Est-ce qu'il y a une dernière étape ? Parce que forcément, on a dit qu'il y en avait 5, donc c'est un faux suspense. Mais quelle est la dernière étape ? Ouais, la dernière étape, c'est la conclusion. C'est OK, on est finalement arrivé à tomber d'accord sur ce point-là. J'ai compris tes réticences, j'ai compris tes freins, j'ai compris tes incompréhensions, et tu as compris mes arguments et la valeur ajoutée que ça pouvait t'apporter. Et bien maintenant qu'on a trouvé un terrain d'entente, on réussit enfin à se taper dans la main, et c'est ça la dernière étape. Et ça se fait de manière très synthétique, de nouveau. C'est, on est bien d'accord, toi et moi, que sur tel point, on avance de telle manière ou avec tel deal. Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais on peut aussi tomber dans une situation où, au fond, on a simplement constaté qu'on avait un désaccord et ni l'un ni l'autre ne veulent faire un pas vers l'autre. Comment on fait dans ce cas-là ? Alors, il y a toujours moyen de trouver un deal. La situation que tu décris, je l'ai vécue ce matin avec un client avec lequel lui m'expliquait son point de vue que je pouvais entendre. Je comprends sa position. Moi, je lui expliquais ma position qu'il comprenait également en disant si j'avais été à votre place, j'aurais probablement le même discours ou la même posture, donc je vous comprends. Et en fait, on en a discuté une vingtaine de minutes et à la fin, je lui ai dit donc on est d'accord là-dessus, position A, on est d'accord sur position B, que fait-on de ça ? Eh bien, malgré tout, on a trouvé un deal en disant on se donne 72 heures pour acter soit sur une solution A, soit sur une solution B. L'idée du délai, je pense qu'elle est pas mal parce que ça évite de rester sur un flou ou sur une solution un peu flottante. Ça permet d'avoir un chemin d'action pour la suite.
Oui, alors il y a des personnes qui sont capables et puis il y a des situations qui permettent de prendre une décision tout de suite. Oui, bien sûr. Et puis il y a d'autres situations ou personnes qui ont besoin de temps de digestion. Et c'est OK, mais ça permet au moins de donner un jalon et une deadline en disant OK, on se donne X options qu'on tranchera à telle date ensemble. Donc je reprends mes 5 étapes. On a accueilli l'objection, on l'a questionnée pour bien comprendre ce qui se passait, on a reformulé pour être sûr qu'on avait tout identifié. Il peut y avoir éventuellement plusieurs objections qui surviennent à ce moment-là. Ensuite, on argumente et ensuite on conclut. Est-ce que on a nos 5 étapes ? On a presque tout. En fait, si lors de l'étape 3, qui est la reformulation, tu as justement identifié qu'il y avait plusieurs points d'achoppement, c'est le moment de relancer une boucle et de reprendre les points un par un. Très bien, Et pour donc, tout en fait, valider, pour être sûr qu'on ne reste pas sur un flou. Exactement. Donc en fait, tu vas identifier par exemple le point principal que tu vas argumenter et closer. Et puis à ce moment-là, donc à la dernière étape, tu vas dire « Ah bah tiens, je suis ravie qu'on soit d'accord ensemble là-dessus. Néanmoins, tout à l'heure, tu m'as évoqué tel autre sujet. Je te propose qu'on en parle. » Très bien. Donc Et on là, vérifie. tu repars dans un questionnement, dans une reformulation, dans un argumentaire, et tu le closes. Et puis, il peut y avoir aussi un troisième point. Bah tiens, le dernier point que tu m'avais évoqué, c'était celui-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Et tu repars dans le questionnement de ce fameux troisième point. C'est un cheminement qui peut paraître fastidieux, mais malgré tout, on est obligé de passer par là parce que sinon, il n'y a pas d'accord. Alors, il peut paraître fastidieux, il peut paraître long, il peut paraître non naturel pour la majorité. Il faut savoir l'amener. Il faut savoir l'amener. Et puis, en fait, c'est juste pas spontané pour aucun des deux. Et c'est un exercice à faire soi-même. Il n'y a qu'à voir sur des situations perso. Tu t'es jamais disputé avec un pote en disant « Bon, j'entends ton désaccord. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu entends par... tu me fais chier ?» Ouais. T'as jamais dit ça à aucun de tes amis. Or, c'est ce qui est attendu dans la méthode. Ouais, complètement. Tu parlais il y a 2 secondes de comment on réagit face à un ami. C'est vrai qu'on peut avoir des profils qui sont très différents. Je te propose qu'on en parle dans notre dernier chapitre qui s'intitulera « Comment s'adapter à son interlocuteur ». À tout de suite.